Avant de commencer mon allocution, je vous prie d'observer une minute de silence et de prière à la mémoire des personnes décédées dans les mouvements de foule liés à la CAN, y compris hier à l'occasion de l'accueil des Lions. Le dimanche 6 février 2022 marquera à jamais la mémoire collective de la nation sénégalaise quand le lion rouge a rugi, se faisant entendre partout en Afrique et dans le monde. Ce dimanche, par votre force vitale et votre génie créateur, vous avez inversé le cours de l'histoire, mettant fin à une longue période d'attente et offrant enfin à notre pays sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce trophée, objet de tant de passion, de tant de convoitise, nous l'avons en effet tant désiré, nous en avons tant rêvé, comme plusieurs générations avant nous. Le rêve, dit-on, est une réalité en construction. Nous avons rêvé de la coupe. Vous avez construit ce rêve et vous l'avez réalisé. Enfin, voici parmi nous la Coupe d'Afrique des Nations de football. Chers Lions, par votre performance exceptionnelle, vous offrez un bel exemple à notre vaillante jeunesse qui s'identifie à vous. La victoire que nous célébrons ici n'a pas été acquise au premier essai. En 3 finales de CAN, nous avons connu des moments moins heureux. Mais vous avez démontré par votre persévérance que le succès se trouve au bout de la résilience et de l'effort sur soi. Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre dans Tribune du Mardi sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, l'exercice auquel nous avons décidé de nous soumettre est celui de tirer les leçons de la victoire des Lions de la Teranga, l'équipe nationale de football du Sénégal, qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Il faut dire que le football n'est plus un simple jeu, c'est un jeu avec de nombreux enjeux. Et pour ce faire, nous avons comme invité M. Papa Demba Thiam, ancien fonctionnaire international, économiste international, expert en développement industriel intégré, spécialiste en intégration économique régionale, entrepreneur conseil. Et nous avons également comme invité M. Maktar Silla, président directeur général de Label Radio et Télévision. Alors nous allons commencer par vous, docteur Papa Demba Thiam, juste savoir comment est-ce que vous avez vécu ce match, le match de la finale. Ça a été un long match, 90 minutes plus les prolongations, plus les tirs au but. Bon, j'ai quand même gardé mon calme, je n'ai pas sauté, je ne me suis pas émotionné. Vous n'étiez pas tendu? Non, pas du tout, parce que quand on est dans une logique de leadership, on doit être aussi zen que l'entraîneur Ali Choussé, encaisser le choc, ne rien laisser transparaître pour garder toute sa capacité de concentration. Et comment vous vous êtes libéré quand Sadio Mané a marqué le dernier tir au but? Je n'étais pas prisonnier pour être libéré. J'étais confiant depuis le début parce que j'ai vu cette victoire se construire par l'apprentissage.
Les gens se disaient que le Sénégal ne donne pas tout, mais le Sénégal était sur une courbe d'apprentissage. J'ai vu le type de changement qu'on effectuait dans l'équipe, j'ai vu le type de changement, pas seulement de personnes, mais des changements techniques, des changements stratégiques, des changements tactiques. Et j'étais assuré qu'il n'y avait pas d'équipe capable de battre le Sénégal si les garçons gardaient les nerfs solides. Ok. Mactar Sylla, est-ce que c'était la même sérénité lors de ce match du 6 février? Absolument, parce que moi j'ai eu le privilège en 2002, en tant que directeur général de la radio-télévision sénégalaise, de les accompagner et même de convoyer des supporters par des avions militaires au Mali, à Bamako, et d'avoir vécu la finale de 2002 avec Aliou Cissé, qui était à l'époque le capitaine de l'équipe nationale. J'ai eu également le même privilège de les accompagner tant en Corée qu'au Japon. J'étais au match d'ouverture contre la France, j'étais au match au mondial contre la Turquie, etc. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, je ne me déplace pas pour multiples raisons et j'ai attendu. Donc, comme tout le monde, c'est une grande satisfaction parce qu'on ne peut pas rester pendant des années depuis qu'Aliou Cissé est là, à la tête du continent en termes de football et ne pas avoir cette étoile de plus sur le maillot. Donc, voilà. Mais au-delà de tout, je pense que ça a été d'abord une très grande fête de la jeunesse africaine et du sport africain. En termes, quand on voit les cérémonies d'ouverture, la cérémonie de clôture qui était grandiose, quand on voit l'intensité des matchs, quand on voit des gens aussi performants qu'Aboubacar ou d'autres dans d'autres équipes, je pense que vraiment ça a été une très 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 belle fête et qui hisse le football africain à un niveau jusqu'ici pas atteint et qui ouvre de belles perspectives en termes de représentation du continent au prochain mondial. Alors certains, concernant les Lions de la Teranga, il y en a qui disaient jamais 203, ça a été démenti. Mais absolument, parce que vraiment, aussi bien sur le papier que sur le terrain, l'équipe que nous avons, dans l'équipe type, il y a 4. Il y a le gardien de but, Edouard, il y a Saliou Ciss, il y a Sadio Mané et il y a Nampalys Mendy. Et même parmi les remplaçants, il y en a 2. Donc cela veut dire effectivement qu'on avait sur le papier et sur le terrain, vu les clubs, vu l'entraînement, et comme l'a dit Pape tout à l'heure, il y a une courbe ascendante, parce qu'au départ, le Sénégal avait des cas de Covid. Il a fallu gérer tout cela. Donc la fédération, le président Senghor et tout le monde qui était là autour. Il y a même autour de la petite histoire des choses que l'on apprend. Comment on appelle Sadio Mané a pris à sa charge et a fait venir son masseur de Liverpool qui s'est occupé de toute l'équipe entre autres, etc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui montraient qu'il y avait une volonté véritablement de tout le monde de réussir. Et l'accueil qui a été fait, où vraiment on a eu une nation rassemblée, tous derrière pour fêter, montrer qu'au-delà de l'événement sportif, les nations africaines ont chacune besoin de succès, de réussite, de leadership et de modèle. Ok, nous allons y revenir, le temps de nous remettre dans cette atmosphère qui a prévalu là-bas au Cameroun pendant cette finale, la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Docteur Papa Demba Thiam, tout à l'heure, Mactar Sylla en parlait, cette finale a été construite depuis longtemps. Certains Sénégalais étaient même devenus impatients, 62 ans après les indépendances. Il faut dire que ça a été long, très long. Mais Mactar a raison, mais il a insisté sur un point qui est beaucoup plus capital. C'est la victoire du leadership, la victoire du management, la victoire du rassemblement et la communication de la certitude de la victoire. Ça, c'est la finalité. C'est la finalité, mais si vous devez regarder de 1960. Oui, mais bon, regardons pas, ayons pas l'œil rivé sur le rétroviseur. Ce qui est important aujourd'hui, c'est clair qu'il y a eu beaucoup d'attentes, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le modèle. Le modèle que la construction de cette victoire peut apporter à tous les Africains.
Maktar l'a dit, les Africains ont soif de bonnes nouvelles. Ils ont soif de victoire. La chose impressionnante dans cette affaire-là, c'est que la victoire du Sénégal a été fêtée dans toutes les capitales. Ça ne m'étonnerait même pas qu'à Yaoundé, ce ne soit pas fêté ou même en Égypte. Pourtant, le Sénégal a joué contre une équipe africaine. Donc si on regarde que cet aspect, on ne décrypte pas ce qu'il y a dans le millefeuille. En fait, vous avez un coach qui est un Africain, un natif du Sénégal. Vous avez des équipes, des équipes comme le dit Maktar, parce qu'on a eu littéralement 4 équipes types, où tout le monde voulait venir participer. On a vu des gens enlever le maillot de France pour venir prendre le maillot du Sénégal, ce qui montre qu'il y a une certaine forme d'attractivité. On va revenir en détail sur ces différents points, mais l'une des leçons à tirer, n'est-ce pas, la patience. On dit la patience est un chemin d'or. Mais vous savez, Georges, le temps c'est de l'espace. Le temps c'est de l'espace. Le temps, on le définit quand on parle en langage courant comme la succession d'événements qui doivent être réunis pour matérialiser un objectif. Cet objectif, ce temps peut prendre une semaine, ce temps peut prendre un mois. Et la notion de patience ici répond de la notion programmatique, la notion de programme. Et c'est ce programme-là que Maktar a montré comment il a été construit à travers le temps. Ça a pris beaucoup plus de temps qu'on aurait espéré. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la finalité de la leçon que ça nous donne. Donc je crois que plus personne ne parle d'amertume et tout. Ce n'est pas seulement à cause du fait qu'on est attendu depuis 1960, c'est la manière. C'est la manière, parce que ce soit des Kinois ou des Mauritaniens avec qui nous avons eu des problèmes d'émeutes raciales et de tueries en 1989 sortent dans les rues de Nouadhibou et de Nouakchott pour célébrer la victoire du Sénégal, est un symbole qui va au-delà des apparences. C'est-à-dire c'est l'Afrique qui est capable de gagner par elle-même, par ses propres enfants, par un leadership éprouvé. Et je crois que c'est ça le symbole sur lequel la plupart des gens ont été réunis de manière subliminale, parfois et même inconsciente. Mais à mon avis, à nous, qui sommes des décrypteurs, des analystes, c'est ce message-là que nous devons capturer. Ok, bien noté. Maktar Sylla, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez accompagné les Lions de la Teranga au Mali, ensuite au Mondial, et puis... et même en Égypte, en 2019, j'étais à la finale en Égypte. Également. Absolument. Donc, 2 finales, la 3e qui marche, cela veut dire que il y a eu une construction. Quand je parle du temps, de la durée, il y a une construction et je pense que 2022 est un aboutissement. Oui, absolument. Je pense que c'est ça, quoi. Dans la vie, ça, honnêtement, en termes d'exemple, de démarche, cela veut dire que lorsqu'on a une vision et un objectif, on essaie de prendre les éléments du puzzle qui sont construits par le capital humain. C'est Aliou Cissé, c'est tous ces jeunes dont parle Pape qui ont préféré des binationaux, venir dans l'équipe nationale, prendre le maillot national, d'eux-mêmes, sans quelquefois même être sollicités par leur démarche propre. Tout l'environnement qu'il y a autour, les supporters, les infrastructures qui ont été créées, plus ou moins bonnes au-delà du Sénégal, dans tous les pays aujourd'hui. Je pense que c'est cette démarche et cette dynamique globale qui amène à ce résultat. Et ce qui est important, c'est de dire à partir de là, quels sont les prochains paliers. Pas seulement pour le Sénégal, pour l'Afrique. En 2026, il y aura 9 équipes africaines. Est-ce qu'on arrivera dès maintenant, je ne parle même pas de 2026, parce qu'il y a une étude d'Harvard qui est sortie il y a 3-4 jours, qui montre que les pays africains ne pourront jamais prendre la Coupe du Monde avant 2035-2040, parce qu'ils ont leurs vrais critères et leurs vrais, j'allais dire, outils d'analyse qui ne correspondent pas tellement à nos réalités, ni sociales, ni sociologiques, ni autres. Ni statistique. D'ailleurs, le docteur Dioum, qui est un mathématicien reconnu, bat en brèche toutes ces théories-là. Cela montre qu'aujourd'hui, nous arrivons à un niveau où il nous faut franchir un palier supérieur. Il n'est pas exclu que des équipes africaines aillent en demi-finale et en finale du prochain mondial. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les championnats, les plus huppés aujourd'hui, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les meilleurs joueurs africains et les meilleurs joueurs des équipes sont des Africains aujourd'hui. Donc c'est pas... Et ça depuis quelques années. Depuis quelques années. Ouais. Donc dans la durée, dans la personne. Et même s'ils sont dans des conditions quelquefois qui sont un peu différentes.
Parce que souvent, on va vous dire, oui, vous n'avez pas vraiment d'école de football. C'est des gens qui ont été formés, qui ont atteint, j'allais dire, le niveau de performance le plus élevé parce qu'ils sont en Europe. Mais tout cela démontre qu'il y a une dynamique d'ensemble. Et donc, il y a toute une politique sportive qu'il faut consolider et l'inscrire dans un cadre qui est beaucoup plus global de rayonnement de nos pays, de gestion de nos pays, de gouvernance au-delà de la gouvernance sportive et de gouvernance globale. Et je pense que c'est dans cette perspective et dans ce sillon qu'il faut aujourd'hui s'engager pour consolider les acquis et aller de l'avant. Ok, tout à l'heure, Papa Demba Thiam parlait de cette liesse populaire qui s'est emparée du Sénégal, mais qui s'est emparée également d'un certain nombre d'autres capitales africaines. On a vu comment à Abidjan ça a été célébré, on a vu comment cette victoire a été célébrée un peu partout, même au Cameroun. Comment est-ce que ça s'explique, cette célébration, surtout qu'il s'agit de 2 pays africains? Oui, mais moi je crois que, en fait... Qui étaient aux prises. Voilà, je pense qu'en fait, d'abord, c'est parce que la jeunesse africaine a besoin de performance et admire la performance, admire l'excellence, d'où qu'elle vienne. Et aujourd'hui, se dire que ce pays, le Sénégal, qui pendant des années a joué des finales et le numéro 1 africain jusqu'à présent, ce n'est que légitime qu'enfin, ils puissent avoir cette coupe. Je pense que c'est cette satisfaction-là qu'ils ont voulu exprimer. Ce serait légitime. Il y aurait également eu des manifestations de joie un peu partout. Et je crois qu'au-delà de ça, quand on voit à la fin du match Sadio Mané qui va vers Salah, qui le console, etc., qui se retrouve en club, etc., ça veut dire 2 coéquipiers. Ça veut dire que ça, voilà, au-delà de ça, c'est véritablement, je pense, parce que il faut se dire aussi que cette coupe, ce championnat n'allait pas se jouer. Si on avait suivi les recommandations des instances internationales comme la FIFA et autres, ce serait annulé. Et je pense que c'est tout cela que la jeunesse africaine a voulu célébrer. Et les gens qui ont manifesté, c'est pas que des Sénégalais, c'est d'autres gens de toute nationalité, quelquefois des Européens, tous qui ont célébré, j'allais dire, le talent, l'excellence, la progression d'un continent qui aujourd'hui mérite véritablement d'avoir sa place dans tous les domaines aujourd'hui du concert international. Alors, il faut dire que la victoire des Lions de la Teranga a donné lieu à une fête, j'allais dire des fêtes populaires un peu partout sur le continent. Mais il faut dire qu'ici à Dakar, ça a été exceptionnel, ça a été tout à fait particulier. Pendant 2 jours, il était impossible de dormir tellement c'était chaud dans les rues. Sadio nous a libérés, Aliou nous a libérés, les 28 guerriers nous ont libérés. 28 guerriers, 17 millions de vainqueurs, on est content. Alors, docteur Papa Demba Thiam, vous avez vu cette effervescence. Il y a de nombreux enseignements à tirer. Vous aviez commencé à en tirer. Il y a ce rassemblement que le président Macky Sall a réussi à faire. Il n'en a pas fait, cette victoire, il n'en a pas fait sa chose. Et il a profité justement de l'arrivée de la Coupe pour rassembler le Sénégal politique. Oui, mais ça c'est un modèle d'attitude. Et je dois espérer, et le dire haut, que le président Macky Sall continue dans cette démarche. Parce que vous avez dit quelque chose de très important, l'emphase qui a été donnée à tout ça. Mais n'oubliez pas que les plus grands rassemblements au Sénégal dans la rue étaient des rassemblements dramatiques. On a vu au mois de mars, on a perdu, selon les estimations, près de 14 morts. Et chaque fois qu'il y a eu des rassemblements, il y a eu des chars de combat. On a vu au mois de novembre aussi dernier, on a eu dans l'intervalle d'une semaine, 2 types de rassemblements de cette nature. Donc chaque fois que les Sénégalais étaient rassemblés dehors, c'était sur la base de frustration. Il y avait des tensions. Des tensions. Et c'est la tension qui a provoqué des sorties
populaires et des manifestations dont certaines ont été dramatiques. Et c'est la première fois qu'on voit une sorte de manifestation de cette nature-là de liesse, où le président n'était même pas préoccupé par sa sécurité, il a pris des bains de foule, pas de chars de combat. Dommage qu'ils n'ont pas été capables d'encadrer les manifestations de manière à éviter qu'il y ait des morts. Nous devons nous incliner devant la mémoire de ces gens que la liesse populaire a tendance à oublier. Heureusement que le président a fait une minute de silence au moment de décorer, avant de décorer les lions. Mais donc, pour les exégèses, pour les analystes, il ne faut pas que l'euphorie de la victoire se passe de telle manière comme si le football était l'opium du peuple. Parce que les substances euphorisantes risquent de se dissiper et les gens vont rentrer dans la réalité. Or, aujourd'hui, le président doit se dire que de la même manière que lorsqu'il a appelé la nation à l'unité autour de la lutte contre le Covid, que tout le monde lui a répondu sans exception, que lorsqu'il y a eu cette célébration, tout le monde est sorti debout comme un seul homme, il devrait se dire aujourd'hui, en tant que père de la nation, en tant que responsable suprême qui a été élu pour gouverner aux destinées de ce peuple, qu'il lui appartient de convier tout le monde à la construction de ce pays. Parce que de la même manière, comme Mokhtar le disait, qu'on a montré qu'en ayant un leadership éclairé, un leadership qui n'est pas jaloux de ses prérogatives, un leadership qui n'est pas mû par des petits calculs politiques, Alioune Cissé a montré qu'il a été ce leader-là, et il a été capable de fédérer toutes les énergies autour d'un destin commun. Une nation, c'est une communauté de destin. Or, la sécurité économique, l'insécurité économique permanente que nous vivons au Sénégal et que nous vivons dans beaucoup de pays, c'est ça le germe de toute forme de déstabilisation en Afrique. Elle a failli déstabiliser le Sénégal au mois de mars de l'année dernière. Elle a déstabilisé beaucoup de pays. La réponse du rassemblement des talents, des expertises et des volontés n'est que la seule solution. Parce que nous devons construire nos nations sur leurs forces, construire leur économie sur leur potentiel. Et ça, il y a le potentiel inerte qui n'est pas exploité qui existe. Il y a l'expertise que nous avons. Il y a l'expérience que nous avons. Il nous faut donc des gens qui sont capables de se lever pour dire nous allons construire ce pays sur ses forces, avec ses talents, ses expertises. Et c'est en cela qu'Aliou Cissé nous a donné l'exemple et le modèle à suivre. On va parler de lui tout à l'heure. Je voudrais revenir sur ce point-là, c'est-à-dire le Sénégal politique rassemblé à l'occasion justement de cette victoire. Mais quelques jours auparavant, c'était dur, c'était tendu puisqu'il y a eu des élections, les élections locales notamment. Vous avez dit le Sénégal politique. Et ce qui me pousse à parler... Et derrière les politiques, il y a des sympathisants et tout. Je suis d'accord. C'est l'industrie de la politique politicienne. C'est une industrie où les gens vivent, gagnent leur vie parce qu'ils font la politique mais n'apportent rien à la construction du pays. Aujourd'hui, pour avoir une maison ou n'importe où, il suffit de s'allier à des partis politiques qui arrivent au pouvoir pour faire partie de la prédation. Mais lorsque dans un pays, l'industrie de la politique du bavardage, du mensonge et de la spéculation devient une opportunité plus attractive que de se retrousser les manches pour travailler, ça devient un dévoiement extraordinaire. Et donc, ce que vous avez dit, c'est l'unité de la politique, c'est-à-dire, j'allais dire, la trêve politique. Il y a eu des joutes, il y a eu des empoignades sérieuses il y a quelques semaines, justement. C'est normal. Ouais. C'est normal qu'il y ait des empoignades. Mais ce qui serait dommage, c'est que ce soit du haut-toi de là pour que je m'y mette. Nous avons besoin de gens qui sont capables d'être réunis autour de l'essentiel. Parce que, vous savez quoi, on ne peut pas fuir son ombre. Vous ne pouvez pas fuir votre ombre. Et l'ombre de nos politiciens, c'est la misère des populations. Aucune célébration ne pourra cacher ça à long terme. Au contraire, la célébration est une promesse. Mais comme on dit en Wolof, Nobu Gaïndé, quoi, l'amour d'un lion, quand un lion est amoureux de vous, il vous saute dessus, il vous étreint. Mais si vous décevez son amour, il vous tue d'un coup de patte.
Ok. Alors, je reviens à vous, Mactar Sylla. Vous avez saisi l'opportunité que constitue justement cette victoire avec le Sénégal, tout le Sénégal rassemblé, que ce soit le citoyen lambda comme le président de la République. En tout cas, tout le monde était regardé dans le même sens et vous avez profité justement de cette occasion pour lancer un message à l'endroit du président Macky Sall. Est-ce qu'on peut revenir sur la teneur, la substance de ce message à travers une lettre ouverte? Non, je crois que c'est en parfaite cohérence avec ce que Pape vient de dire. Où j'ai d'abord commencé par faire le constat de cet entraîneur qui, par abnégation, par persévérance, en faisant fi de tout, en écoutant, a réussi quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Au-delà de la coupe, il n'y a eu aucun scandale pour cette fois-ci qui a été rapporté par la presse pendant tout le séjour de près d'1 mois au Cameroun. Chaque fois, il y a eu plein d'histoires à gauche, à droite, qu'on vient de raconter. La deuxième chose, c'est pendant que la manifestation se faisait entre 21h et 22h, à partir de mon balcon, je regardais depuis midi. Je pense que si on chiffrait, c'est au moins peut-être 2,5 millions à 3 millions de personnes qui étaient réunies et qui sont passées dans la journée pour aller à l'aéroport. J'ai essayé de regarder avec l'œil de l'homme de médias qui regarde, qui essaie de réaliser. Je me rends compte que il y avait dans cette foule beaucoup de jeunes, des femmes, mais des gens où je me dis, est-ce que tous travaillent? D'où viennent-ils? Dans quelles conditions vivent-ils? Est-ce que Dakar pouvait rassembler tout ce monde-là? Et cela, effectivement, quand on analyse, il y a des risques, il y a peut-être des opportunités. Et j'ai dit, je constate, à la surprise de tout le monde, et le président Sall lui-même le dit, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'inviter. Ça veut dire que c'est son initiative personnelle. Et je me suis dit donc, comme Pape, qu'il fallait effectivement qu'il s'engage et qu'il s'éternise dans cette voie d'ouverture, de réceptivité, de dialogue, d'inclusion, pour prendre les meilleures compétences, les meilleurs talents. Quand je dis pour prendre, dès que vous faites ici un truc dans ce pays, les gens pensent que vous êtes à la recherche de postes. Nous avons les uns et les autres près de 40 ans de carrière, au niveau international le plus élevé, dans des positions sans être, j'allais dire, prétentieux quoi que ce soit, sans commune mesure avec n'importe quel poste public futur le plus élevé des pays africains. Mais quand on voit cette jeunesse, quand on voit les opportunités et les potentialités de nos pays, le professeur Pondi, Emmanuel Pondi, du Cameroun, professeur agrégé d'économie, a fait une sortie il y a récemment pour montrer que l'Afrique, si on mettait tous les budgets, tout le potentiel des pays africains, on serait aujourd'hui même, la 6e puissance du monde. En termes de démographie, de jeunesse, une population où, c'est pas pour rien que la Deutsche Welle fait 77%, 77% de la population africaine a moins de 35 ans. Donc un véritable potentiel, avec des femmes dynamiques et tout. Se dire que ça doit pas... Il faut tourner le risque en opportunité. Pour le tourner en opportunité, ça ramène à la question du leadership, de la gouvernance, de la transparence, de l'accountability, où on rend compte de ce que l'on fait. Et il arrive des moments où, si on n'est pas dans les partis politiques, on n'est dans aucune structure, on n'est pas dans la société civile ni organisée, nous sommes peut-être des singletons qui, depuis des années en tout cas, se concertent, discutent, échangent entre eux et essaient de trouver des solutions là où nous sommes et ailleurs. Nous nous sommes dit qu'il faut absolument ne pas rester quelquefois silencieux. Comme le dit un de nos adages, mieux vaut être le vieux et le sage qui disait « je l'avais dit » plutôt que celui qui disait que je le savais. Donc je me suis dit c'est une très belle opportunité. Compte tenu effectivement des tensions dont vous parliez, avec les locales qui s'étaient passées un peu avant, etc., chacun peut être dans son parti, avoir ses convictions, mais il y a des moments où le consensus doit être bâti. Parce qu'au-delà des politiques, les politiques tous rassemblés dans tous les pays africains ne font pas plus de 1% de la population, et je suis large. Et qu'il est important de mobiliser toutes les compétences, les expertises, la diaspora, avoir de l'écoute, pour véritablement aller vers la voie du développement de notre continent, qui en a le potentiel en termes de richesse, de tout ce que l'on veut, mais richesse pas seulement minière et matérielle, etc., mais également en termes intellectuels. Nous avons un véritable capital humain sur lequel il faut surfer. Pour cela, il faut de la formation, il faut un ensemble de choses, et cette interpellation, c'est ça, c'est une sorte de cri de cœur pour dire saisissons ce momentum, pour que les manifestations qui se feront davantage soient
la plupart du temps des manifestations de joie, de réussite, de bonheur, parce qu'il y va de l'avenir de nos pays et surtout de notre jeunesse. Vous pensez que le président Macky Sall entendra ce message, puisqu'on est en pleine euphorie, j'allais dire? Enfin, moi, je ne suis pas à sa place. Moi, j'ai fait mon devoir. Le reste, voilà, ça m'importe peu. Je pense que, en tout cas, chaque fois que j'estimerai qu'il est important que je m'exprimerai. Et ça devrait se traduire par quoi? Qu'est-ce qu'on attend justement du président Macky Sall? Mais de la même manière qu'il a convié les gens dans l'opposition, il y a des patriotes, il y a des compétences. Dans son propre parti, il y en a. Il y a des gens qui ne sont dans aucun parti. Quelqu'un comme Pape Thiam, je peux le citer parce qu'il est là, il y en a d'autres, beaucoup de gens qui sont ici, ailleurs, des Sénégalais, qui sont capables de lui apporter des choses et qui ne demandent aucun poste, mais qui ont pour préoccupation et au cœur et à corps que ce pays puisse avancer, qu'on puisse surmonter nos difficultés, qui ont des solutions. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il est question d'ouvrir carrément les bras. Absolument, d'écouter. Ça ne coûte rien d'écouter sur n'importe quelle question. Le président Sall va prendre la présidence après la présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez que les gens, nous qui prétendons être une chaîne panafricaine, nous n'avons pas des possibilités de l'accompagner? D'autres Africains n'ont pas la possibilité de l'accompagner? Parce que les gens vont vous dire, oui, 1 an c'est vite fait. Kagame, lors de son mandat, l'une des choses fondamentales qu'il a faites, le sport dont on parle, la Coupe d'Afrique des Nations, Kagame avait compris, et en ma présence et de celui de l'Union africaine de radiodiffusion, Ahmed Ahmad de la CAF, pour dire qu'il n'était pas normal qu'une compétition qui se passe en Afrique, qui réunit des Africains, ne soit pas diffusée et que les droits n'aillent pas à des Africains. Ne serait-ce que pour ça, son mandat à l'Union africaine a été un succès. Aujourd'hui, le président Sall prend le mandat. Les gens disent, oui, les institutions, tout ça, c'est bien beau. Mais en 1 an, qu'est-ce que l'on fait qui impacte la marche du continent? Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est de dire, jouer sur la carte du numérique de la digitalisation et la décliner sur tous les angles. Quand vous parlez de numérique de digitalisation, vous réglez la question du fichier électoral, des cartes d'identité nationales. Vous réglez la question aujourd'hui de la santé. Vous réglez la question de l'agriculture, de la recherche, de la téléphonie, de la télécommunication, etc. Vous pouvez le décliner en 4 secteurs. Et le fait de le placer sur le curseur là-dessus, vous touchez l'extrême majorité, comme je dis, des 77% de jeunes Africains qui ont moins de 35 ans et qui sont des gens qui aujourd'hui sont numérisés. Ce n'est plus l'homo sapiens en tant que c'est l'homo digitalensis africanus. Donc, vraiment, je pense qu'il faut, dans ces conditions, au-delà des institutions, des fonctionnaires, des diplomates qui font leur travail, recueillir les conseils, les suggestions de gens qui peuvent l'aider à marquer de manière indélébile son mandat. Le Kadhafi, à l'époque, avait lancé son truc 9999. Pour faire, il disait qu'il était important d'avoir un média panafricain. Le premier ministre éthiopien, pendant la dernière conférence de l'Union africaine, est revenu sur la nécessité d'avoir un média panafricain. Ne serait-ce que sur ça, sur un média panafricain, en déclinant. Ça peut être, j'allais dire, un objectif essentiel lors d'un mandat. Le président de l'Union africaine qui réussira à réunir, à faire un média, quand on dit un média panafricain, qui peut être dans les 4-5 langues, qui peut se décliner. Aujourd'hui, on a combien de chaînes de télévision et de radio aujourd'hui sur le continent? Dans le seul Sénégal, c'est plus de 300 radios. 40 chaînes de télévision qui soient sur le net ou des télévisions traditionnelles. Dans les autres pays, vous allez en RDC, c'est plus de 300 chaînes de télévision, etc., etc. Est-ce que tout cela, on peut rester ici, être des consommateurs, continuer à avoir les recettes des organisations internationales de je ne sais pas qui trop? Et Pape est très bien placé pour en parler, qui ont leur propre, j'allais dire, grille d'analyse, etc., qui quelquefois sont très éloignés de nos intérêts et de notre population. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Être à l'écoute, prendre les meilleurs, ce n'est pas des trucs, ce n'est pas des histoires de distribution de postes, de ceci, de cela. Si les gens voulaient des postes, les gens peuvent se présenter et demander pas seulement des décrets, mais demander l'assentiment des populations. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de construire une nation. Quand on construit une nation, on n'exclut aucune compétence. Ok, je profite pour dire que la belle radio et télévision reste disponible pour le développement de l'Afrique et nous espérons que les politiques dans tous les pays pourront utiliser justement les ouvertures qu'offre la belle radio et télévision. Je reviens à vous, Dr Papa Demba Thiam. Mactar Sylla,
a dit qu'il faut ouvrir, il faut que le président Macky Sall ouvre les bras, il faut qu'il soit à l'écoute, surtout des jeunes. Permettez-moi de revenir quelques mois en arrière, où on a vu le président français Emmanuel Macron faire cet exercice-là à la place des présidents africains. C'est lui qui s'est mis à l'écoute des jeunes Africains. Quand l'ingénieur Ford construisait sa première voiture, le modèle T, il a dit, je sais seulement que les gens ont besoin de posséder, mais ne savent pas ce qu'ils veulent posséder. Mais ils veulent avoir quelque chose qui règle leurs problèmes. Et c'est comme ça qu'il a conçu la première voiture qu'on a industrialisée, qui est le modèle T. Une population ne peut pas exprimer fondamentalement et de manière stratégique et structurelle comment on arrive à satisfaire ses besoins. Mais là, les gens se lèvent, ils ont besoin d'aller travailler, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils ont besoin de se soigner, ils ont besoin d'être éduqués. Quand on a les nerfs de s'emparer des rênes d'un pays, c'est quelque chose d'extrêmement grave parce que tous ces gens-là dépendent de vous. On pourrait même extrapoler jusqu'à dire que même si des gens meurent parce qu'ils n'ont pas des soins de santé, vous êtes le premier responsable. Donc quand on a à cœur ce genre d'engagement, on prend ça au sérieux. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer dans tous les pays africains à amener des griots, nous raconter que le soleil se lève à l'ouest, alors que tout le monde sait qu'il se lève à l'est. On ne peut pas nous montrer le soleil et dire que c'est la lune. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras et on ne peut pas cacher le soleil avec ses mains. La réalité de la pauvreté structurelle s'est développée partout. Et aujourd'hui, il nous faut apporter des réponses. Parlant du président Macky Sall, moi je suis un peu plus rassuré tous les jours que je l'entends, parce que combien de temps, depuis 5 ans que j'ai quitté la Banque mondiale, en décidant de montrer, de dire si je dois contribuer au moins à l'éveil des consciences, c'est aider nos présidents, nos chefs d'État, à comprendre comment ces institutions ont été montées pour faire en sorte de gérer les ressources de notre continent au profit des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, de manière à faire en sorte qu'il ne se fasse pas la guerre. Mais si des gens ont constitué des organisations comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, pour gérer les ressources qui sont en Afrique au profit de leurs actionnaires et de leurs industriels, mais comment voulez-vous espérer que ces mêmes organisations se mettent au service du développement de l'Afrique en créant de la compétition entre les Africains sur leurs propres ressources avec des prédateurs qu'ils sont censés représenter? Et j'ai été, je l'ai dit dans une de vos émissions, je crois, sur les institutions internationales, je l'ai dit aussi avant à la télévision rwandaise où le président Kagame a dit, mais je ne connais pas pour ne pas dire des conneries, mais vérifiez ce qu'il dit. Et les gens sont venus lui confirmer que c'est dans la charte. Il a dit, mais comment se fait-il que pendant 60 ans d'indépendance, nos experts, tous les gens qui nous amènent la Banque mondiale n'ont pas été capables de nous dire ça? Et quelque temps après, avec une émission avec Alassane Samba Diop, avec vous-même, j'ai entendu le président Macky Sall devant Alain Foka, lors du sommet sur la sécurité, dire que nous devons réformer la gouvernance économique et financière mondiale parce que ces institutions ont été créées pendant que nous n'étions pas indépendants et aujourd'hui tout se fait en notre défaveur. C'est lent à venir parce que autour d'un président, il y a tellement de turiféraires qui constituent une chape de plomb, mais apparemment le message que nous donnons tous est en train maintenant de traverser la chape de plomb et le président Macky Sall est vu littéralement comme un panafricaniste. Alors qu'il y a certains détracteurs qui le traitent de je ne sais pas quoi. Il y a des mots que moi je n'utilise pas sur un chef d'État. Mais ce que je dis toujours, la patience, comme je vous répondais dans la construction de notre victoire, ce qui est important, le temps qui est important, c'est l'ensemble des faits qui doivent être réunis pour qu'on arrive à avoir une prise de conscience qui nous permette de changer notre destin. Comme Mokhtar l'a dit, personne ne nous empêchera d'agir pour l'Afrique. Personne ne nous empêchera de parler. Nous sommes que l'eau. L'eau va couler. Quand vous barrez la route de l'eau, l'eau va contourner. Nous nous battons, comme les militaires le disent, avec une stratégie qui est dictée par les conditions du terrain. Mais nous n'allons pas renoncer. Nous n'allons laisser personne abîmer nos pays, détruire les perspectives de nos jeunesses,
en nous asseyant seulement en regard d'enfer. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez pas répondu. Vous avez contourné peut-être. Vous avez répondu, mais en contournant ma question qui était directe concernant la rencontre France-Afrique qui a eu lieu il y a quelque temps en France. Mais ce que vous savez, Georges, moi, le problème que j'ai eu avec vous, les médias, vous donnez trop d'importance à des nains politiques. N'empêche que ça c'était un cirque. Ça a été un événement. Non, mais c'est un événement, mais c'est un cirque auquel vous avez donné une emphase médiatique qu'elle ne mérite pas. Ok. Voilà. Donc, parce que que Macron décide de faire concurrence à nos chefs d'État. Non, justement, et d'amener des jeunes. Mais pourquoi moi je dois me définir par rapport à ce qu'un président français fait? Ok, c'est clair. C'est la réponse que j'attendais. Nos deux invités, mesdames et messieurs, vous avez suivi, on parlait de compétences au plan local, au plan national. Et vous avez illustré cela par Aliou Cissé. Aliou Cissé, coach national. On sait que dans la plupart des pays africains, on a des coachs en provenance de l'étranger, en provenance des autres continents. On n'a rien contre, mais n'empêche que le cas Aliou Cissé nous impose de nous arrêter et d'apprécier justement la compétence locale, la compétence nationale. Enfin, le premier constat, en tout cas, c'est pour cette Coupe d'Afrique, la majorité des coachs étaient des coachs africains, de deux. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas pour le cloisonnement. Nous sommes des citoyens du monde. Quand on parle de compétences, ce n'est ni une question de couleur, ni une question de nationalité, de continent, mais de compétences qui s'arriment et qui s'ancrent dans nos intérêts propres. Donc ça, vraiment, je pense qu'il est important de le dire, parce que nous avons eu également à exercer dans des pays, y compris européens ou autres. Bon, si on appliquait cette règle-là, peut-être qu'on ne nous serions jamais. Mais c'était quand même assez, des fois, difficile à digérer de voir que la plupart des pays africains étaient coachés par... Oui, c'est vrai. Et quelquefois, ils sont dans des conditions nettement meilleures. Si on prenait aujourd'hui, on faisait la nomenclature des salaires que sont des coachs dits étrangers, ce qu'on appelle les sorciers blancs comparés aux sorciers noirs. Bon, il y aura beaucoup à dire. Mais de manière générale, je pense que c'est une bonne chose. Les compétences, lorsqu'elles existent, quand on parle de compétences nationales, moi, je ne suis pas les compétences africaines. La Côte d'Ivoire en est un très, très grand exemple depuis le temps du président Houphouët-Boigny. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a fait appel à beaucoup d'Africains. Donc, dans beaucoup d'autres pays, ça se passe comme ça. Le roi du Maroc le fait également. Le président du Kagame le fait. Beaucoup de chefs d'État africains aujourd'hui le font, en faisant appel à des compétences du continent. Et d'ailleurs, vraiment, moi, en termes de compétences, je n'ai pas de problème en tant que tel. Ce qui est important, c'est pour faire quoi? Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui sont aux bonnes places? Là, pour le cas de Aliou Cissé, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite. Il a fini sa carrière internationale, il est allé faire son diplôme d'entraîneur. Il a eu l'équipe nationale, il s'est amélioré, il a appris, il s'est bonifié. Il est resté zen. Des fois, les critiques. Mais si c'était quelqu'un, moi, ce qu'il a pu endurer, moi, je ne suis pas capable de l'endurer parce que moi, j'aurais réagi au quart de tour et il y a beaucoup de choses, voilà. Mais lui, bon, c'est une très grande qualité. Il est au-dessus vraiment de la mêlée. Il a cette patience, il a une force intérieure, il est resté zen et le résultat est là. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des compétences au niveau local. Et ça, dans tous les domaines, au-delà du football. En Côte d'Ivoire, vous le faites parce que j'ai habité quand même là-bas dans votre pays il y a quelques années. Pour certains postes, notamment les régies financières, c'est des appels à candidature. Directeur général de la douane, le trésor, etc. Et c'est vers ces choses-là qu'il faut aller. Pour le bien du pays. Parce que c'est ça qui est essentiel. Et ce bien du pays permet d'avoir des résultats. Et plus un chef a des résultats, plus il a des chances de rester. Absolument. Donc c'est ça, moi je ne vois pas vraiment pourquoi, quelquefois, bon, c'est vrai, il y a peut-être la dimension quelquefois de politique politicienne, il y a des questions peut-être subjectives. Il y a des fois le patriotisme qu'on associe à la compétence. Voilà, mais quelquefois, quand on dirige une nation, il faut donner la prime à la compétence, n'exclure personne, regarder et juger les gens. Et que les gens également aient des cahiers de charges et des missions précises, qu'on les juge sur des résultats, qu'il y ait des mécanismes de suivi et de monitoring, des périodes d'évaluation. Et de manière générale, au-delà des chefs, tout ça, je pense que nous sommes interpellés, nous tous d'ailleurs, en tant que citoyens ou en tant qu'acteurs, soit administratifs, soit économiques ou autres, en termes de discipline, en termes de véritable engagement, en termes de
prise en compte de l'intérêt collectif au-delà de nos égos quelquefois surdimensionnés. Il s'agit de tout cela pour construire une nation. Mais le leadership, la vision fondée sur des valeurs est quelque chose d'essentiel. Ok. Docteur Papanebatiam, je vais vous faire réagir également sur le cas Aliou Cissé. Encore une fois, on en parle beaucoup, en tout cas sur le continent. On va penser que pas seulement à l'occasion de la victoire, hein, depuis un bon moment. Bon, on va croire que Mokhtar et moi sommes en stéréo, mais il y a une... Ça fait 40 ans quand même. Ça fait 40 ans quand même que nous sommes dans une même dynamique de pensée. Quand Mokhtar était directeur de TV5 Afrique, je crois que j'étais un de ses jokers. Ouais. Quand il a mené même des personnalités comme le ministre français de la coopération d'alors, il a pu compter sur moi pour ne pas avoir fait froid aux yeux et d'apporter la force des arguments. Donc c'est normal qu'on ait une unité de pensée. Mais ce que Mokhtar est en train de dire, qu'il ne peut peut-être pas dire en termes politiquement incorrects, et que moi je peux dire, c'est que réellement, ce dont on parle, c'est arrêter la discrimination des Noirs contre les Noirs. Parce que le gros problème que nous avons eu ici, c'est que la parole d'un Blanc vaut plus que n'importe quelle autre parole. La plupart de nos dirigeants sont décomplexés. Et moi, je ne suis pas un type complexé parce que moi, j'ai travaillé pour le gouvernement suisse. Ils m'ont donné la nationalité suisse que je n'ai pas demandé pour pouvoir travailler pour eux. Et là, j'ai compris pourquoi ce pays a vécu une construction économique et sociale pendant près de 300 ans, sans renversement de gouvernement, avec 7 partis politiques, 7 conseillers fédéraux qui représentent plusieurs partis politiques qui alternent au pouvoir avec un rapport de force idéologique, mais qui travaillent ensemble. Donc, c'est cette culture-là qui m'a permis, moi, de gagner mes premiers sous. Moi, je n'ai jamais gagné d'argent au Sénégal, à part des investissements que j'ai faits ici, ou de l'argent que j'ai amené pour soutenir le développement de manière très discrète. Mais quand on apprend à devenir un agent économique dans un pays de raison, où les gens se mettent ensemble pour construire, ça fait votre personnalité et ça vous habite. Alors, ce que moi j'ai compris, c'est qu'ici, vous pouvez solliciter de voir le président de la République avec des projets qui créent des millions d'emplois, que lui-même m'a demandé, à Kigali. Je le lui ai apporté. Pendant 2 ans, 3 ans, les gens ont fait un mur de feu autour entre lui et moi. J'ai été obligé de le balancer à la télévision pour le dire. Et j'ai même dit que j'ai pitié de lui. Parce que ceux qui l'entourent ne l'aiment pas. Ils se servent de lui. Alors, quand vous voulez monter quelque chose d'important, vous ne pouvez pas avoir des décideurs, mais il suffit qu'un petit frère français, là, quelqu'un qui ne signifie rien du tout, qui ne peut même pas être notre étudiant dans une classe de doctorat, demande à voir le président, il est reçu, on montre les photos et tout. Vous vous dites quand même que nous sommes un pays qui est complexé. Mais moi, je ne peux pas être accepté d'être avec des dirigeants complexés dans mon propre pays quand le pays le plus riche du monde me met au toit. Ça montre, et je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui sont dégoûtés. Mais moi, je dis, si tous les dégoûtés s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent. Et je ne l'accepterai pas. Donc, on trouvera le moyen de parler à nos gens, de crever le plafond de verre et de faire en sorte qu'ils prennent nos propositions, ou bien on les met devant les populations en leur disant, attention, on leur a donné, ils n'ont pas voulu faire, qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc, je crois que c'est ça la question. Nous sommes des produits de la civilisation de l'universel, Mokhtar et moi. Barack Obama n'était pas mon candidat, c'était Hillary Clinton. Moi, j'étais très proche de William Jefferson Clinton, c'était Hillary. Mais quand Barack Obama a été élu président, c'était une fierté parce que les gens me disaient, écoute, on connaît tes convictions, tu es très radical sur les choix économiques. Je dis, mais le frère Barack, le problème, c'est qu'il propose de raser gratis, c'est un populiste. Ils me disent, oui, mais aide-nous simplement à accepter parce que c'est quand même le premier noir qui va devenir président. C'est ma mère et mon épouse qui m'ont raisonné comme ça. Et c'est comme ça que je l'ai accepté. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a quand même des symboles. Le fait qu'un noir, natif du Sénégal, soit capable d'atteindre un résultat dont toute l'Afrique est fière, communique aux Africains qu'ils sont capables d'y arriver. Tout à fait. Mokhtar disait tout à l'heure quelque chose de très important. Moi, j'ai entendu des petits reporters français là, parce qu'il y a des chaînes internationales qui n'ont que des journaleux, quoi, qui sont en train de dire n'importe quoi, qui viennent relativiser la victoire du Sénégal en disant oui, mais tous ces gens-là sont formés dans les écoles. Mais alors, pourquoi qu'on n'a pas plus de blancs dans les mêmes écoles où on forme les gens? On peut ouvrir les classes à tout le monde, mais c'est celui qui va tous les jours le matin au cours, qui fait ses devoirs, qui devient docteur. Ouais.
Personne, ce n'est pas l'école qui devient docteur. L'école offre les opportunités à tout le monde. Quand Le Pen se moquait des machins en disant que c'est bleu, blanc, bleu ou des histoires comme ça, mais c'est parce que les Africains, quand on les met sur la même ligne de départ, que tout le monde, on y arrive. Partout où nous sommes sur la même ligne de départ, regardez l'athlétisme aux États-Unis. Regardez le basket aux États-Unis. Et ils ont besoin de nous pour gagner de l'argent parce que la ligue de basket est professionnalisée. S'ils ne gagnent pas, ils n'ont pas de sous. J'allais dire, regardez le dernier vainqueur de la Coupe du Monde de football. Voilà, ils sont obligés. Eux, c'est pas comme les rigolos chez nous qu'on manipule. Quand je dis chez nous, c'est toute l'Afrique. Eux, ils sont capables de pactiser avec le diable si le diable leur règle leurs problèmes. Nous, on est dans des histoires où, dans la même maison, nous sommes en train de nous entretuer, nous sommes en train de nous marabouter. Une prison africaine ou sénégalaise, vous pouvez la laisser ouverte. C'est comme un panier de crabes. Si quelqu'un veut s'échapper, c'est les autres qui le tirent pour entrer dedans. Et c'est ça notre problème. Et je crois que ce que Maktar et moi, nous sommes en train d'essayer de pousser, c'est de dire que derrière tout ça, il y a un état de raison. Nous devons réformer notre état de raison. Parce que l'état de raison, c'est ce que tout le monde croit juste au point de se comporter de manière conséquente alors que ça peut être tout ce qu'il y a de plus faux. Et c'est pour ça que nous vivons dans le mensonge permanent. Et nous prenons le mensonge pour des réalités. Mais comme je dis, l'ombre des dirigeants africains, c'est la pauvreté des populations. Et une ombre, on ne peut pas la fuir, elle est toujours là. Je le disais en début d'émission, le football, ce n'est plus simplement un jeu, c'est un jeu maintenant avec de nombreux enjeux. Et il est question, à partir de ce que l'on entend, il est question de capitaliser cette victoire-là, de faire en sorte que ça serve à quelque chose, à faire avancer les choses au niveau du développement. Comment passer justement du football au développement, vous qui en êtes un expert? Mais je crois que Maktar a donné des indications claires là-dessus. C'est-à-dire c'est transposer l'esprit de corps. C'est l'esprit de corps. Vous savez, il y a des fonctions de transformation et des thèmes de transformation que vous pouvez appliquer dans n'importe quel domaine. Maktar a donné l'exemple au niveau, moi je préfère dire numérisation parce que digitalisation c'est anglais, c'est pas vraiment français. Donc enfin on dit numérique normalement en français, mais ça montre aussi que lorsque les gens inventent des choses, ils les nomment dans leur langue et nous sommes obligés de suivre. Donc Maktar a donné l'exemple de l'utilisation des infrastructures numériques pour atteindre les populations les plus reculées. Je vais vous dire, en 2011, au Bénin, on a eu une situation, quand j'étais à la Banque mondiale, où il fallait privatiser Bénin Télécom. J'étais en charge du secteur finance et secteur privé pour le Bénin. On vient me voir, mon manager vient me voir et me dire « Oui, c'est une affaire très claire, hein. Je crois qu'il y a un seul candidat qui a soumissionné, on va lui donner le contrat. » Je regarde le contrat, mais c'est une misère pour donner Bénin Télécom. Alors, comme moi, je suis venu à la banque comme un entrepreneur qui essaie de faire de la subversion épistémologique et changer les mentalités, j'ai fait mon coup d'état à moi. J'ai pris le texte, j'ai appelé une revue générale au niveau de toute la banque, de tous les experts, et en posant un agenda à noter. Et j'ai proposé ce que moi je pensais faire, c'est-à-dire créer des infrastructures numériques au Bénin, pour permettre même au journal Le Monde d'être saisi au Bénin et d'être imprimé à Paris. De créer des écoles d'architecture où on prend nos architectes qui font de l'architecture pour le Canada, la France et tout, ça voyage par Internet. Donc, j'ai dit, donc, celui à qui on va donner ce mandat-là, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre les cartes prépayées là, où on gagne l'argent avant même de téléphoner, mais quelqu'un qui va me faire cette infrastructure-là. On a monté une cabale contre moi en disant que j'étais contre la banque et puis j'étais pas loyal à la banque mais au gouvernement. J'ai dit, mais attends, vous êtes sérieux? La banque doit être loyale au gouvernement de Bénin qui est son actionnaire et son client, si on me paye pour servir le client. Alors, et j'ai découvert qu'en réalité, parmi ces gens-là, il y en avait un qui avait été le consultant avant de la société qui devait gagner cette affaire. Et comme il est blanc, et que mon manager était noir, et qu'il voulait une carrière, il s'est couché. Alors comment on m'a piégé? On me dit,
Écoute, toi qui as les défis industriels, tu as fait des choses extraordinaires au Ghana, on veut t'amener sur la RDC pour que tu t'occupes de ça. Sachant, j'ai été piégé, sachant que ma femme est de RD Congo, j'ai accepté, alors que je voulais quitter la banque. Mais une fois que je suis arrivé, on m'a dit, mais le Congo est un trop gros morceau. Il faut laisser cette affaire-là à un petit. Et ils ont fait leur affaire. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, nous avons appris, et il faut faire en sorte que ce que nous apprenons soit appliqué sur des thèmes. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, comme le disait Maktar tout à l'heure, qu'on puisse prendre les déterminants structurels de cette osmose collective pour nous permettre de rassembler tout le monde autour des idées. Il a parlé, par exemple, on a parlé, je crois que c'est un message trop important pour ne pas être amplifié. Maktar a parlé tout à l'heure du rôle du président Macky Sall comme futur président du Conseil des chefs d'État de l'Union africaine. Aujourd'hui, il a raison, 1 an, c'est très peu. Kagame est arrivé à faire quelque chose parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas reposer sur la bureaucratie paralysante de l'Union africaine. Il a transposé son propre modèle qui, au Rwanda, lui a permis de mobiliser des gens. Il est venu avec ces gens, il est venu avec son agenda. Outre ce que tu as dit qu'il a accompli, c'est lui qui a amené là la signature de la ZLECAf. Absolument. Oui, il a mis sur orbite la ZLECAf. Voilà, et c'est lui aussi qui a commencé à rendre l'Union africaine indépendante avec une taxe de 0,2% sur les exportations. Pour les importations, pour financer les opérations. Parce que comment voulez-vous aller le 17, 16 ou 18 février à Paris, rencontrer l'Union européenne pour discuter d'égal à égal, alors que ce sont ces gens qui payent vos billets? Ok, on y arrive justement. Il y a beaucoup de symboles autour de cette victoire des Lions de la Teranga. Il se trouve que justement, le président Macky Sall prend les rênes de l'Union africaine pour 1 an. Et ça coïncide donc avec cette victoire. Et donc, à l'occasion de cette victoire et à l'occasion de cette accession au poste de président de l'Union africaine, il y a des messages justement à faire passer. Vous en avez déjà fait passer un concernant les médias, c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Il y a encore d'autres ouvertures qu'il faut faire et se préparer justement au sommet dont parlait Dr Papa Demba Thiam, au sommet Union africaine, Union européenne. En tout cas, moi, je crois que l'un des grands défis de l'Afrique, c'est la transformation de nos biens pour avoir de la plus-value. Vraiment, et ça, ce sont ses spécialités, je ne m'hasarde pas trop. En tout cas, les histoires de chaîne de valeur, c'est extrêmement important. La Côte d'Ivoire, par exemple, le cacao qui revient en, je sais pas, tablette de chocolat, entre le prix qui a été payé à l'agriculteur et celui que l'on vend dans les supermarchés d'Abidjan, c'est toute une différence. Il y a un décalage. Et c'est là où il est important, et dans tous les domaines, d'avoir véritablement cette politique de transformation au niveau local, qui permet de créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes, qui permet de développer des structures de formation, qui permet d'utiliser l'expertise locale, qui permet que nos produits qui quelquefois sont périmés ou pourrissent parce qu'il y a des défauts de transport ou de trucs frigorifiques, etc., dans telle ou telle autre région, que tout cela puisse être réglé. Mais en même temps, en spécialisant peut-être et en essayant véritablement d'aller vers l'intégration africaine, y compris quand on parle d'intégration économique, pas seulement dans les sommets, des structures quelquefois qui n'avancent pas à grand-chose, mais de manière concrète. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en matière de santé, dans l'industrie pharmaceutique, l'on fait, pas seulement pour le Covid, mais de manière globale? Les enjeux de l'industrie pharmaceutique mondiale aujourd'hui sont énormes. Qu'est-ce que nous faisons en termes d'environnement et d'utilisation et de création de ces énergies renouvelables? Dans des pays où il y a le soleil à foison, où il y a de la technologie, où il y a un savoir-faire. Qu'est-ce que nous faisons pour régler cette question aujourd'hui de l'énergie, qui est un élément extrêmement important, un facteur de production extrêmement important? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en termes de création de structures de formation globale et d'éducation de haut niveau? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour éviter que lorsque nous avons des malades, il faut absolument les transporter, je ne sais pas, dans tel ou tel autre pays, alors que nous avons des médecins, des professeurs, des trucs comme ça, des gens, du personnel médical de très grande qualité. La seule différence, comme le dit Pape, c'est de mettre les gens sur la même ligne de départ et de leur donner les outils et les infrastructures dont ils ont besoin. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Et cela, c'est vrai, ça me rappelle un peu, comme je disais, cette manifestation de liesse avec ces jeunes tous là, où je me dis, tous ces jeunes qui sont là, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine des bâtiments, travaux publics, dans le domaine de la mécanique, ces jeunes artisans que nous voyons le long des routes là, qui vendent tous pratiquement la même chose, et comme le disait Fema Boussotiam, ça montre un peu quels sont les conteneurs qui ont été débarqués cette semaine.
tous ces jeunes, il y a des opportunités à leur offrir. Et c'est vers ces solutions-là qu'il faut aller. Ce n'est pas de la charité, c'est une obligation morale, c'est une obligation politique, c'est une obligation économique. Donc je pense que véritablement c'est vers ça qu'il faut aller, sur des choses essentielles. C'est vrai, je dis digitalisation, ça c'est de la déformation angliciste, mais c'est vers vraiment le numérique. Le numérique règle la question même des contentieux électoraux, parce qu'avec la carte, si vous avez une carte numérisée d'identité, ou une pièce qui vous sert à voyager, qui sert à tout, il suffit de mettre votre pouce pour que l'on sache. La question des listes, des trucs là, de voter, de mettre là, elle est réglée. Vous pouvez même voter de manière électronique. C'est vrai, il y a toujours peut-être des failles dans le système, mais c'est possible. Si vous réglez cette question avec toutes les applications, avec la veille que nous faisons tous les jours, nous avons dans nos journaux une rubrique innovation. Mais il n'y a pas un jour où il n'y a pas une innovation africaine, dans quelques domaines que ce soit, pour l'agriculture, la pisciculture, les télécoms, la santé, etc., etc. Donc, je pense que c'est sur ces choses-là qu'il faut mettre l'accent, parce que ça a des effets multiplicateurs et ça évite d'avoir un développement traditionnel où on vous dit il faut passer par la phase truc, puis après l'industrialisation, puis tout, etc. Il nous faut transformer nos matières premières, il nous faut transformer l'intelligence, il faut aller vers l'intelligence artificielle, il faut utiliser les compétences, il faut que le capital humain africain, tant en termes de démographie, de savoir-faire, de jeunesse, mais de compétences, comme il l'a dit. Il y a tellement de gens de toutes nationalités africaines qui sont partout dans le monde. Vera Songwe, par exemple, qui disait récemment que si on mettait en place les mécanismes de lutte contre la corruption, et ça c'est possible si on fait la numérisation, entre le policier qui est dans la rue, quand vous devez faire des factures, vous devez faire un certain nombre de choses, si c'était payé électroniquement, etc., 25%, le PIB africain aurait une croissance de 25% que le truc actuel. Donc voilà aujourd'hui les enjeux, voilà aujourd'hui les défis. Essayons véritablement de réunir tout cela, d'avoir véritablement un répertoire. Je ne sais pas, il est possible de le numériser, mais aujourd'hui, ce serait bien, par exemple, que le président Sall donne son mandat. Sache que dans chaque domaine, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'intégration économique, dans le domaine du développement industriel, dans le domaine des ingénieurs de conception, de l'informatique, etc., voilà les Africains de chaque pays, de la diaspora, partout, qu'on peut identifier, voilà qui ils sont, voilà leurs contacts, etc., où ils sont, où ils travaillent. Et cette expertise-là, quelquefois, elle peut être mobilisée. Elle peut être mobilisée sans bourse déliée. Parce qu'il y a des gens qui sont des militants, qui sont convaincus, qui ont déjà fait leur vie, qui ont ce qu'ils ont, mais qui veulent participer parce que, au-delà de faire de la charité, entre guillemets, nous pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures. Et c'est un véritable défi. Voilà, un défi, c'est ça, c'est ce à quoi nous conduit justement la leçon, j'allais dire, de la victoire des Lions de la Teranga. Oui, mais ce que Makhtar a dit est très important concernant surtout la continuité de la discussion en allant vers le sommet Union européenne-Afrique. Le président Macky Sall... L'Union européenne qui a promis un certain nombre de millions de dollars. Voilà, 150 milliards. Alors, si moi, j'étais à la place du président Macky Sall, parce que je ne peux pas prétendre être son conseiller, je ne peux pas prétendre lui dicter ce qu'il faut faire. Mais moi, prenant la présidence du Conseil des chefs d'État, de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, je me dirais, Ursula von der Leyen est venue ici en disant qu'elle a 150 milliards. Je vais lui dire, c'est bien que vous ayez gardé cet argent, nous allons vous dire où vous allez investir cet argent. Parce que si cet argent-là est en partenariat avec nous, je ne parle même pas de dons, mais si vous dites que vous avez cette capacité financière-là, comme Makhtar l'a dit, nous allons définir des priorités avec des effets de levier et des effets de rémanence de ces effets de levier sur toutes les chaînes de valeur et toutes les grappes de convergence économique, pour vous montrer où est-ce qu'on va sortir des opportunités et pour vos investisseurs et pour les nôtres. Tout à fait. Si le président Macky Sall devait faire seulement de son mandat un seul objectif comme celui-là, avec les thèmes, parce que vous savez, le défi climatique et tout ça, c'est des thèmes. Si vous faites, je fais l'industrialisation par la transformation, c'est une fonction. Mais vous pouvez prendre la thématique de faire une industrialisation propre. Ouais. Donc il faut que les gens fassent la différence entre ce qui est fonction de transformation, le secteur dans lequel on applique la fonction de transformation et les thèmes avec lesquels on les fait. Et ça, c'est pas compliqué. Si donc il dit, tous les jours je l'ai entendu dire, nous n'allons plus accepter qu'on ne finance pas nos industries fossiles. Mais moi, à la place du président Macky Sall, je ne vais même pas parler de ça. Parce que je sais que je trouverai des gens dans les banques suisses, les banques internationales et tout, qui vont venir financer ça.
si leurs intérêts se rencontrent. Mais là, il va le dire parce qu'il va penser à la Banque mondiale. Mais la Banque mondiale, moi, je suis un retraité de la Banque mondiale, je suis loyal à l'institution et c'est la raison pour laquelle, pour que cette institution survive, il ne faut pas qu'elle soit manipulée par des aventuriers. Parce que personne ne pourra fermer la Banque mondiale, mais donnons-lui sa crédibilité, c'est le même combat que j'ai mené. Mais la Banque mondiale, le financement de la Banque mondiale pour le Sénégal, c'est peanuts. Moi, je vis dans un pays où si vous mettez 10 millions de dollars dans la banque, c'est vous qui payez les intérêts à la banque, c'est les intérêts négatifs. On nous supplie tous les jours de chercher des débouchés pour l'investissement. Alors, prenons la possibilité d'utiliser ce genre d'investissement pour faire de financement pour faire des investissements structurants qui créent l'élimination de l'hostilité du climat des affaires et permettent d'attirer les investisseurs. Donc, c'est la meilleure utilisation qu'on peut faire. Mais si vous pensez que Banque mondiale, Fonds monétaire, non, Banque mondiale, Fonds monétaire, ils nous permettent de payer les militaires, les salaires des fonctionnaires et les policiers pour nous maintenir dans le statu quo. Et des fois de nous endetter. Voilà. Voilà, le temps qui nous est imparti est passé rapidement. Nous sommes partis de cette victoire des Lions de la Teranga à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football à ces questions liées au développement. En tout cas, il y a un lien. Il faut tirer les leçons de cette victoire des Lions de la Teranga. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Mactar Sylla, PDG de Label Radio et Télévision. Merci beaucoup, Dr Papa Demba-Thiam, économiste international. On espère que l'exercice va se poursuivre et dans les gouvernements et dans les chaumières pour que l'Afrique continue d'avancer vers son développement. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro de Tribune du Mardi.